Bienvenue dans cette nouvelle série signée BRICS, où on plonge au cœur de ce qui alimente les performances des athlètes, et pas juste les athlètes élites de haut niveau. Que vous soyez un marathonien, un cycliste ou un coureur du dimanche qui veut simplement comprendre ce qui alimente le mieux son organisme, vous êtes au bon endroit. À travers nos discussions, nous allons mettre en lumière les dessous de ce qui alimente les performances sportives, la science derrière la nutrition sportive et l'expérience de ceux qui la vivent sur le terrain. Pour ça, on a réuni un groupe unique, des athlètes qui poussent leurs limites. Une scientifique qui comprend ce qui se passe à l'intérieur du corps humain et un entrepreneur qui transforme tout ça en solutions concrètes. Au fil de nos 4 épisodes, nous allons décortiquer le fondement de la nutrition sportive, comment s'alimenter pendant l'effort, hydratation, électrolytes, l'équilibre essentiel et les mythes surtout, ceux qu'on entend un petit peu partout, mais qui ont besoin parfois d'être remis à leur place. Bref, des réponses claires, des discussions actives et des solutions à ce que vous souhaitez faire, peu importe votre niveau. Bienvenue à la série Autour de la table BRICS, la nutrition sportive. Ça commence maintenant. Aujourd'hui, on parle des fondements de la nutrition sportive. On va tenter d'y voir un peu plus clair parce qu'on entend plein d'éléments parfois contradictoires. Est-ce qu'on doit manger plus? Est-ce qu'on doit manger moins? Est-ce qu'on doit utiliser des sucres rapides, consommer des sucres dits lents? On va essayer de voir ce qui est le mieux dans le fond pour vous de manière à optimiser vos performances. Dans ce premier épisode, on retourne aux bases. Comment fonctionne vraiment l'énergie dans le corps? Pourquoi certains carburants nous propulsent et d'autres nous ralentissent? Et comment un ingrédient 100% naturel a fini par transformer la performance d'athlètes élites? Pour ça, nous avons réuni un entrepreneur, une scientifique passionnée de nutrition sportive et des athlètes élites également qui vont nous raconter de manière concrète ce que tout cela signifie dans leur vie. Et on débute ce premier épisode avec une présentation d'abord de tous ceux qui sont autour de notre table ronde. Vous aurez remarqué que c'est quand même une table rectangulaire, mais ça s'appelle une table ronde quand même aujourd'hui. Je suis entouré de personnalités sportives, de personnalités également au niveau scientifique. Vraiment, vous allez avoir des réponses à chacune de vos questions, de vos interrogations. Je commence à tout seigneur, tout honneur avec celui grâce à qui nous sommes ici. C'est Mario Plouffe, qui est le fondateur de BRICS, un gars de terrain, c'est un sportif également, je le connais depuis maintenant tout près d'une dizaine d'années, producteur acéricole, un des premier vraiment à s'être intéressé ici au Québec à ce qu'on pouvait faire avec le sirop d'érable, à optimiser l'énergie qu'il y avait à l'intérieur de ce liquide vraiment sucré, ce liquide précieux qu'on a ici au Québec. Et regardez tous les produits qu'il y a sur la table justement ici. Bien, ce sont des produits BRICS. C'est beaucoup grâce à Mario. Mario, merci de nous accueillir ici. Bien, merci à tout le monde d'être venu. Puis tous les produits, il faut les finir avant la fin de la table ronde. OK, on ne manquera pas d'énergie. Également autour de la table avec nous, à mes côtés, Mandy Malik, une ultra-traileuse, experte en physiologie et en nutrition, doctorant en pharmacologie, maîtrise en nutrition. Là, je fais vraiment un résumé très, très rapide de ton curriculum. Postdoc en biochimie et biocell. Tu comprends vraiment, toi, ce qui se passe dans le corps quand on s'entraîne, quand on mange ou quand on ne mange pas assez. On aura l'occasion également d'y revenir. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Également du côté des athlètes hors normes, Samuel Côté, athlète d'endurance, champion Ironman extrême. Donc ça, Ironman extrême, c'est vraiment quelque chose d'extrême. Entre autres, le Canadaman 2024, le Swissman 2025. Il a participé au Ironman extrême de Lanzarote et au Norseman également. Plusieurs marathons à son dossier, celui de Boston, de Barcelone, d'Honolulu. Ça fait plus de 10 ans déjà qu'il navigue dans cet univers-là, donc des ultramarathons. Samuel, bienvenue. Content d'être ici. Très heureux de t'accueillir. On discute avec toi également dans quelques instants. Arnaud Côté-Boisvert aussi qui est avec nous. Je salue d'ailleurs son courage, un peu grippé aujourd'hui, mais il se déplace quand même parce qu'il veut discuter avec nous. Un athlète du circuit de l'ARWS, ça c'est l'Adventure Racing World Series. Donc, tu participes à des courses d'expédition de 24 mais souvent c'est passé de 48 heures, ou 5 jours ou plus même parfois, en autonomie complète. La nutrition, pour toi, ben, c'est une question de survie, c'est le cas de le dire, parce que quand on est en autonomie presque totale lors d'une longue course, on doit savoir exactement ce qu'on ingère. Et tu es un ancien membre de l'équipe nationale canadienne de ski mountaineering, c'est bien ça? Exactement, oui. Merci beaucoup Arnaud d'être avec nous. Merci de nous avoir. Et Jean-Sébastien Drolet, également, tout au bout de la table, ultra-trailer, vit avec un diabète de type 1, c'est important, conférencier, membre du conseil d'administration de la Fondation Ressources pour les enfants diabétiques. Tu t'impliques également dans plusieurs défis caritatifs. J'avais déjà eu l'occasion d'écrire quelque chose à ton sujet, d'ailleurs. Tu t'impliques donc, entre autres, dans le défi Backyard. C'est une course de 160 km. Le défi Mont-Laurier aussi, une course de 255 km. Vice-président du conseil d'administration des événements Aricana.
Toi aussi, on va apprendre à te découvrir un petit peu plus tard. Bienvenue. Merci. Bienvenue ici. Si vous le voulez bien, donc, on va débuter notre conversation aujourd'hui. Je me tourne vers toi d'abord, mon cher Mario, parce que Brix, on voit les sachets ici, on voit le produit, la présentation, c'est absolument magnifique. Quelle est la genèse de Brix? Comment est-ce que tu en es venu à te dire un jour, parce qu'à la base, tu étais quelqu'un qui pratiquait pas mal de sport, tu t'es dit un jour, OK, il y a un potentiel dans le sirop d'érable que je veux développer. Qu'est-ce qui est à l'origine de Brix? C'est tout ce qui était sur le marché dans les produits de nutrition qui fait en sorte que Brix est né. Ça vient de mes deux passions. Le sport en général, pas nécessairement la course à pied comme telle ou le triathlon, c'est tous les sports qu'on peut pratiquer. Je suis un sportif dans l'âme. Puis la sériculture, qui est mon autre passion. Donc, c'est en pratiquant le triathlon avec la nutrition, les deux ensemble, que j'en suis venu à me poser des questions sur ce qu'on mangeait. Pour moi, ça faisait pas du tout ce qu'on mangeait. Là. Moi, ça m'allait pas. La digestion, tout ça, les gels à base de maltodextrine, pour moi, ça passait pas. Puis, ça faisait déjà un bout que j'avais mon érablière. C'était en 2014, je pense qu'on a créé le produit. On l'a lancé en 2015. OK. Je suis acériculteur depuis 20 ans déjà. OK. Donc, tu avais déjà ton érablière. J'avais déjà mon érablière. J'étais déjà acériculteur. Puis, je prenais déjà du sirop d'érable. Je mélangeais ça avec de l'eau, une pincée de sel. Dans le fond, ça me dépannait quand j'achetais pas les autres produits que j'aimais pas. OK. Et tu te rendais compte que tu n'avais pas de problème de digestion, ça passait bien, puis tu allais chercher ton énergie. Tout à fait. Puis, c'est en 2014 ou 2013 que j'ai fait un demi-Ironman à Tremblant. Puis, la compétition a super bien été, malgré le manque d'entraînement. Parce que Tremblant, c'était en juin, puis on finit le temps des sucres avril-mai. Ouais. Donc, c'est pas beaucoup d'entraînement, mais la compétition a quand même été assez bien. Mais après la compétition, j'ai vraiment eu des problèmes de digestion. Là. Plus les 10 dernières minutes de course ont été pénibles, puis les 2-3 heures après ont été pénibles aussi. On pensait à un coup de chaleur, mais c'était pas ça du tout. C'était vraiment d'avoir ingéré trop de gel à base de maltodextrine. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis posé des questions. J'ai posé des questions à des nutritionnistes, puis tout ça. Puis, dans le fond, ça prend du sucre. Le sirop d'érable a du sucre. On a fait des tests. On a fait cuire du sirop plus épais, moins épais, pour en arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Essai-erreur, puis aujourd'hui, on est rendu là. 10 ans après, c'est notre 10e anniversaire cette année de Brix. Puis autant qu'au début, on se faisait regarder un peu bizarre, voyons, du sirop d'érable. Ouais. Puis aujourd'hui, tout le monde veut avoir son gel au sirop d'érable. Tout le monde comprend, puis comprend pas trop. C'est ce qu'on va essayer de démystifier aujourd'hui. Absolument. Pourquoi on est si performant? Pourquoi le sucre du sirop d'érable est si performant? Puis, on le sait tous que le goût, il est sublime. Souvent, ce qu'on avait à l'époque, on prenait un gel, puis on n'avait pas hâte de le prendre. Parce que c'est pas bon au goût, c'est pâteux, mais on sait qu'on était... T'as pas le choix, tu le prends parce que tu vas manquer d'énergie. Ouais. Puis, ce qu'on a changé au début, quand je l'ai lancé, là, on a lancé ça au Bromont Ultra en 2015. Puis les gens revenaient de courir, puis ils venaient me voir et disaient « C'est magique, là, c'est réconfortant, c'est bon au goût. Maintenant, on a hâte de prendre notre gel. » Et c'est facile à ingérer aussi. Le simple gel de base, celui de sirop d'érable aussi, parce que pour en avoir consommé aussi dans des marathons, les gels que je prenais à l'époque, il y a plus d'une, 10-15 ans, parfois c'était pâteux, c'était difficile à avaler, ça te prenait de l'eau avec, alors qu'avec un sachet de Brix, sirop d'érable ou peu importe la saveur, c'est facile à ingérer. Et puis, l'aspect local aussi, c'est important parce que c'est un produit de chez nous aussi. Ça devait être quelque chose qui te rejoignait aussi. Ben oui, tout à fait. Pas besoin d'importer du sucre d'un autre pays. On a ça chez nous. Tu avais ça sur ton érablière. Exactement. Ça peut pas être plus local que ça. On est au Québec, le sirop d'érable, on en a. Toutes les familles connaissent quelqu'un dans leur famille qui fait du sirop. Donc, c'est un produit qu'on a ici. C'est un produit qu'on ne va pas manquer. C'est un produit qui est prisé. Même à l'extérieur du Canada, maintenant, là, le sirop d'érable commence à être reconnu pour un produit énergétique. Donc, on a de la place, on a le produit, on l'a travaillé. Puis même le côté environnemental, chez Brix, on a un produit qui vient des arbres. Chez nous, on perce le trou, puis c'est nous qui l'emballons encore. Oui, je t'ai déjà vu vraiment. Tu es vraiment dans l'érablière avec ta conjointe, puis vous installez les tubulures, tout ça, c'est un produit. Tout à fait. Puis d'année en année, on agrandit pour suffire à la demande. Cette année, on double quasiment la superficie. C'est tout notre sirop d'érable. Le sirop d'érable vient encore seulement de notre érablière. C'est une fierté. On contrôle quand même le goût, la qualité du début à la fin. Fait que c'est quand même important. Puis on travaille aussi,
Le monde dit, ouais, vous êtes dans la forêt, puis tout ça, tu sais, le milieu environnemental, puis tout ça. Oui, on essaie. Ouais, mais là, vous faites beaucoup d'emballage. Oui, mais on travaille aussi à diminuer l'emballage. On cherche des solutions. Mais il y en a des solutions aussi. Vraiment, il y en a beaucoup aussi des solutions. Les sachets réutilisables, entre autres, vous en avez développé beaucoup, ce genre de produits. Bien, tout à fait. Puis c'est dans tous nos formats qu'on essaie de voir. Le petit format simple usage, il est là pour rester parce que justement, dans un marathon, dans une course qui est plus courte qu'une course d'endurance, les gens vont toujours vouloir avoir le sachet à usage simple et rapide. Mais quand même, à l'entraînement, c'est là qu'on a réussi à pallier à ça avec le sachet réutilisable. Puis au début, encore là, c'est pas facile de changer les habitudes des gens. Puis c'est pas facile de changer les habitudes des boutiques non plus. Il faut qu'ils rentrent un plus gros format pour nourrir un plus petit. Puis je dirais que quand la pandémie est arrivée, les gens ont réfléchi ou réinventé. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais c'est là que le boom s'est fait. C'est là qu'on a vu que dans les boutiques, ils ont adhéré à ça, d'avoir notre format plus gros avec la flasque, on l'appelle la flasque réutilisable. Puis ça, c'est une fierté pareille. Là. C'est des centaines de milliers de sachets depuis qu'on a sorti ça qui ont été... Argine. C'est quand même gros. Là. Je le vois avec les clients qui disent hey, ça, là, ça fait longtemps. Moi, j'y avais pensé. Puis moi, j'y avais pensé. Puis plein de monde nous disait ça, mais personne ne le faisait. Puis là, on le fait, puis c'est repris par un paquet de compagnies aussi. Là. Puis c'est correct. Là. D'être le précurseur, c'est toujours gratifiant, c'est toujours le fun. Puis, ben, c'est notre côté qui fait qu'on essaie de diminuer l'emballage pour notre empreinte écologique. Tu peux vraiment être très fier, Mario, en tout cas, de ce que tu as fait. Je vous ai vu tous réagir lorsque Mario parlait des différents goûts, des différentes saveurs des produits Brix. C'est important aussi, Samuel, je vais commencer avec toi, c'est important justement d'avoir un produit qui goûte bon, non seulement qui est efficace. Oui, 100%. Ben, tu sais, quand tu es dans une course de 10-12 heures, tu es déjà vraiment dans l'inconfort pendant une grosse partie de la journée. Puis si en plus, il faut que tu te forces à avaler de quoi que tu n'as pas le goût de prendre, qu'en plus, il faut que tu aies de l'eau à porter pour le wash down puis le permettre de passer, c'est pas agréable, tu sais. Puis moi, en plus, je course pas mal en Europe. Puis c'est comme, quand je prends mon petit gel au sirop d'érable, c'est comme, OK, ouais, j'ai ma province en arrière de moi. Là, j'ai le monde à l'arrière qui sont là. Puis ça me rappelle la maison. Puis, Ils réagissent comment les autres participants, par exemple, les Européens, les Asiatiques ou peu importe, qui sont là puis qui te voient avec un produit de l'érable? Est-ce qu'il y en a qui t'en demandent? Ben, pendant la compétition, ils le voient pas. Là, parce pendant la compétition, mais compte, après... mais à chaque fois que je fais tester le produit à l'international, le monde capote. Là. Puis le sirop d'érable, ça parle à l'international, mais c'est pas accessible pour tout le monde. T'sais, pour nous, le sirop d'érable, on en trouve partout. Puis comme Mario le disait, tout le monde connaît quelqu'un dans sa famille qui a une érablière. Fait que tout le monde y a accès vraiment facilement. Mais dès que tu arrives en Europe ou ailleurs dans le monde, ils en ont entendu parler du sirop d'érable, mais ils n'en ont pas accès rapidement. Ils ont surtout jamais entendu parler de comme nutrition sportive à base de sirop d'érable, mais ça clique dans leur tête. Puis quand ils le testent, ben là, après ça, c'est un there's no way back. Là, ça, comme ils veulent pas revenir en arrière. Ben non, c'est ça. Ils aiment ça, puis ils sont comme, où c'est que je peux en trouver? T'sais. Arnaud, toi, de ton côté? Ben, ta saveur préférée, d'abord, le produit préféré? Moi, c'est l'huile au gingembre, sincèrement. Là. Ah, c'est solide, ça. Ouais, ça fait du bien. Ça vient un peu, en même temps, casser le goût du sucre, je trouve, puis ça fait... c'est celui qui fonctionne le mieux. Là. Ouais. Mais un peu comme ça me disait, pour moi, sincèrement, prendre un gel à saveur de gâteau de fête, là, c'est complètement illogique. Puis souvent, après, j'ai plus le goût de vomir que de... Bleu fluorescent. Oui, exactement. Qu'est-ce que je prends là? Fait que non, pour de vrai, ça va super bien. Puis un peu comme Sam le dit, tu sais, pour courser aussi à l'étranger, puis quand t'es au fin fond du bois puis de la jungle au Mexique, supposons que ça fait justement 3-4 jours qu'on course, sincèrement, quand j'ouvre mon Brix, c'est tellement réconfortant, on se sent chez nous, ça fait du bien. Là, on sait que c'est Mario et Nadine qui ont mis la main à la pâte pour ça. Il y a comme... Ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment une grosse différence. Et puis Jean-Sébastien, diabétique de type 1, on va y revenir un peu aussi sur ce que ça signifie, mais au niveau uniquement de la saveur, là, quand tu goûtes ces produits-là de l'érable, plusieurs sont aromatisés à différentes saveurs aussi. Ça te fait quoi? Est-ce qu'il y a une saveur toute particulière qui vient te chercher plus qu'une autre? Il y en a deux, en fait. La sucré-salé a été longtemps... Celle de l'Himalaya, là? Oui, exactement. Ouais. Ça a été ma saveur. Puis, comme Arnaud, quand Mario a introduit la saveur gingembre, ça a été un game changer. Ouais, j'avoue. Je bascule entre les deux. Là. Toi, Mandy? C'est encore drôle, hein, parce que je vous parlais de saveur, puis moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment l'érable pur.
mon préféré, c'est Ben, vraiment... c'est parfait, là, c'est la base même. Là. Ouais, ou le salé. Le salé me réconforte énormément. Puis moi, je me souviens de mon premier 160 km. J'étais avec mon pacer qui avait réalisé que ça devait faire au moins 3 heures que j'avais rien avalé. On était vers la fin, on devait être au 130e kilomètre. Puis il me dit, mange quelque chose. Je dis, j'ai rien envie. Il me dit, t'es sûr que t'as rien envie? La seule chose dont j'avais envie, c'était du sirop d'érable. Bêtement, parce que c'est la seule chose, on dirait, qui passe encore. Ça se descend bien. Vous le disiez tantôt, c'est que des fois, on n'est même pas obligé de boire. On va le revoir plus tard parce qu'on est obligé de boire quand on consomme du sucre. Mais des fois, on n'arrive plus à boire. On n'est plus capable. On veut plus mâcher. On veut plus juste avaler du sirop d'érable qui s'avale bien parce que c'est... Je sais pas comment il procède, mais tu sais, c'est comme ultra filtré. C'est quelque chose qui descend finalement comme un sirop, là. Donc, moi, je me souviens que ça m'avait marqué en me disant, finalement, dans les très, très longues distances, mes fins de course, je peux pas manger, je peux plus rien faire. Tout ce qui descend encore, c'est du sirop d'érable. Et puis... Ça passe tout le temps. Ouais. Puis je vais rebondir parce qu'elle dit quand ils compétitionnent à l'international, moi aussi, je suis partie donc en Europe l'année passée. Et dans ma valise, il faut que je me garde du poids pour mettre justement les produits. Puis c'est fou, je vais enlever quelques vêtements, plein d'affaires, parce que je peux pas partir sans. Sinon, là-bas, je saurais pas quoi consommer, en fait, finalement. C'est mieux de voyager avec. T'es mieux de voyager. Tu prends ton stock Brix, tu le mets dans ta valise. Au pire, tu payes un surplus, mais t'es sûr que t'as ce qu'il faut, quoi. Moi, c'est la première chose que je mets dans la valise. Puis après, je rajoute le linge pour être sûr que je suis good en poids. Priorité numéro 1. Parce qu'une bonne stratégie, du linge, il y en a partout sur la planète. C'est ça. Alors que du Brix, il n'y en a pas partout sur la planète. Mais un jour, on ne sait jamais, on fera une table ronde dans 5 ans, puis je te dirai, bon, là, ça va bien du côté de l'Australie. Mais juste pour conclure sur ce que Mandy vient de dire... J'ai un truc à rajouter, au fait. Vas-y. Oui, Est-ce que tu en as acheté en Australie? Non, mais j'ai lu une étude. Ils ont montré scientifiquement, en fait, que justement, la perception de l'effort, elle était fortement corrélée à l'appréciation qu'on avait au goût de ce qu'on mange. En fait, ils ont fait des études chez des coureurs, puis ils l'ont fait sur des tests vélo, en fait. Donc, c'était des sportifs. Puis, ils ont réalisé, en fait, que le sirop d'érable était très, très, très apprécié par ces personnes-là lors d'une activité sportive et que leur ressenti était moindre que les personnes chez qui on donnait soit du miel, soit du sucre, etc. Donc là, les scientifiques ont conclu que finalement, quand on apprécie ce qu'on mange, notre effort est perçu comme moins dur, donc forcément, on devient plus compétent et puis on arrive à pousser beaucoup plus la machine. Je suis convaincu que c'est vrai, moi aussi. Ouais, donc là, on n'est pas au niveau... Ça marche directement avec la tête. Ben oui. Ouais. Puis dans ces sports-là, la tête en gère une bonne partie. Exactement. Tu vas aller chercher, on dit, c'est par exemple la course à pied ou peu importe le sport qu'on pratique, on dit souvent qu'il y a une portion mentale importante. Je suis convaincu, même si c'est quelques petits points de pourcentage de plus, en disant, OK, je vais continuer parce que je vais me récompenser dans quelques instants, je vais prendre un produit que j'aime, du Brix. C'est sûr que ça entre en ligne de compte. Je suis convaincu. Mais juste pour conclure, avant de continuer notre tour de table, cette façon-là, justement, là, que ce soit agréable au goût, Mario, que ce soit facile à ingérer aussi, de quelle manière est-ce que vous les créez, ces produits-là? Parce que tu disais que tu as travaillé longtemps pour essayer de trouver la bonne viscosité pour que le sirop d'érable soit parfait dans les sachets, pour que ça se conserve bien aussi. C'est pas laissé au hasard, ça non plus, là. C'est pas laissé au hasard. C'est que le sirop, du début à la fin de la saison, là, il évolue, il change. Ouais. Il y a du sirop, les exemples que je donne tout le temps, tu vas choisir un type de sirop pour faire du beurre d'érable, tu vas choisir un type de sirop pour faire de la tire. Okay. Il y en a un qui est porté à cristalliser, il y en a un autre qui n'est pas porté à cristalliser. Celui qui n'est pas porté à cristalliser a plus de glucose dedans. Donc, c'est un juste milieu entre tout ça. Puis après ça, il y a le degré Brix. De là, le mot Brix, là, c'est une unité de mesure qui mesure les solides dans les solutions, les solubles dans les solutions. Ça mesure les jus. Le preston d'une voiture mesurant en degré Brix aussi. Ouais. Le sirop d'érable, le miel. Bref, c'est ça qu'on surveille aussi. Mais c'est de trouver le juste milieu entre tout ça. L'important chez nous, c'est que le goût se retrouve tout le temps, que ça soit quand même assez égal. Puis notre degré Brix soit toujours le même aussi. C'est ce qui fait que notre produit, quand les gens vont le prendre, ils font comme « wow ». C'est ça. Puis j'ai déjà reçu des gens, c'est-tu de la Corée, qui étaient venus visiter au Québec. On les avait amenés dans une érablière, puis tout ça. Puis le client, c'est un gros acheteur de sirop d'érable dans son pays. Puis il venait voir le produit Brix, là, voir s'il pouvait avoir ça chez eux, puis tout ça. Puis moi, j'avais amené le produit Brix, j'avais amené mon sirop d'érable, je les avais amenés dans une cabane à sucre chez des amis. Fait qu'ils ont goûté le sirop d'érable chez des amis. Ils disent « Ah, c'est super bon, ça, c'est cool, tu sais. » Fait que là, ils ont goûté au sirop d'érable que j'avais apporté. Ils ont fait comme « Pourquoi ça goûte pas la même affaire? C'est donc bien bon. » Puis ils ont goûté le sachet de Brix, tu sais. Fait qu'il dit « On a 3 sirops d'érable, puis il n'y en a pas un qui... » Ils ont aimé les 3, mais sa question à lui, c'était « Pourquoi le sirop d'érable que j'achète, moi, ne goûte pas la même chose que ce que tu m'as mis sur la table? » Fait que, tu sais, d'un érablière à l'autre, tu n'auras pas nécessairement le même goût.
Puis c'est sûr que quand tu es dans un autre pays et tu achètes d'un gros acheteur autorisé, ben il y a plus de mélange de sirop. C'est sûr. Comme pour le vin, dans le fond, on peut faire le même d'un vignoble à l'autre. Il y a une différence au niveau de la qualité. Tout à fait, tout à fait. Fait que, tu sais, le goût qu'on a chez Brix, c'est Brix. C'est ça. C'est chez nous. Exactement ça. C'est de la manière qu'on le fait, c'est nos procédés. Puis aujourd'hui, la technologie avance tellement rapidement dans le sirop d'érable que si la personne qui fait le sirop d'érable, le sucrier, n'en tient pas compte, ben tu peux faire comme du Christy de bon sirop, comme tu peux faire un produit sucré. Exact. Et la nuance est importante. Ah, tout à fait. Et la ligne, j'imagine, elle est très, très mince. Tout à fait. Mandy, tout à l'heure, Mario parlait donc de l'importance d'avoir un sucre naturel. Donc, quelle est la différence justement entre une source naturelle ou un sucre raffiné, par exemple? Est-ce qu'il en existe une? Oui, le saccharose tel qu'on le connaît, le sucre de table, en fait, c'est un sucre raffiné, oui, qui vient en fait de la canne à sucre. Puis il est on peut pas dire qu'il est ultra transformé, mais oui, il est ultra raffiné. Donc, tu sais, ils vont le travailler, il y a des procédés. Par contre, ça reste un sucre dans lequel on va trouver quand même du glucose et du fructose à quantité égale. C'est-à-dire, on appelle ça du 50-50, où les sportifs vont connaître ça sous le 1 pour 1, là. Donc, on a autant de glucose, autant de fructose. Mais quel est l'avantage, par exemple, du sucre contenu dans le sirop d'érable, comme les produits Brix, par exemple? Oui, il n'est pas du tout transformé. On y garde les micro-éléments qui peuvent s'y trouver. Par exemple, on va avoir des sources de zinc, de sélénium, de magnésium, et ça, tout ce qu'il y a dans, finalement, un produit tel quel. Quand on en consomme comme ça, de temps en temps, c'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez... par exemple, ne pas avoir de carence nutritionnelle, mais ça reste que l'assimilation de tout ce qu'on mange, c'est quand même un continuum. Il faut qu'on pense que quand on mange quelque chose et qu'on le prend dans son état complet, on l'assimile toujours mieux. Je prends l'exemple toujours, vous savez, les jus versus un fruit. Pourquoi le jus? Messieurs diabétiques va certainement pouvoir rebondir là-dessus. C'est que là, on parle en fait qu'on fait comme un tsunami de sucre. Il n'y a pas de fibres, donc le sucre est absorbé complètement directement par l'organisme, versus quand tu manges ta pomme, versus ton jus de pomme. Okay. Les fibres vont permettre justement que ce soit assimilé beaucoup plus lentement. Puis, les personnes, même diabétiques, peuvent manger des fruits complets parce que il est beaucoup plus mieux assimilé. Donc, c'est la même chose un petit peu avec les produits naturels versus complètement raffinés. Donc, d'où l'intérêt finalement de manger des produits de la source. Parce qu'il faut toujours penser sur le long terme. Comme je disais, à petite dose, il n'y aura peut-être pas de répercussions, mais les sportifs, on en consomme quand même des bonnes quantités. Il faut être honnête avec nous-mêmes, on mange beaucoup de sucre. Et c'est là que ça devient, je pense, important de consommer des produits complets qui nous donnent encore des avantages multifactoriels là, sur notre métabolisme. Par exemple, les bases énergétiques, le ATP qu'on appelle, qu'est-ce que c'est exactement ça? Qu'est-ce que l'ATP? L'adénosine triphosphate. Donc, en fait, oui, très bonne remarque. Il faut savoir que ce qu'on mange en tant que tel, c'est pas ça qui nous fournit de l'énergie. Notre corps utilise les substrats, on appelle ça des substrats énergétiques. Donc, glucides, lipides, puis protéines sont les 3 gros macronutriments là, qui nous donnent de l'énergie, grosso modo, là, parce qu'on pourrait rentrer plus dans les détails. Mais quand ils rentrent dans notre organisme, ceux-ci sont dégradés, etc., utilisés par le métabolisme, et puis ils sont transformés en ATP. Puis c'est l'ATP qui nous fournit vraiment l'énergie. C'est vraiment quelque chose comme de l'énergie électrique, là. On peut pas vraiment très, très bien le quantifier. C'est des électrons qui passent comme ça dans les chaînes mitochondriales, etc. C'est ça qui nous donne de l'énergie. Puis il faut savoir que on parle beaucoup de kilocalories. Les personnes qui vont nous écouter vont l'entendre. 1 gramme de glucides nous donne 4 kilocalories. 1 gramme de protéines nous donne 4 kilocalories. Mais quand on va dans les lipides, 1 gramme de lipides nous donne 9 kilocalories. Puis ces kilocalories-là, comme je le disais, vont être transformées en ATP, etc., puis nous donner l'énergie. Petite remarque aussi peut-être intéressante, et c'est là que ça devient des fois complexe, la nutrition sportive. Là, je viens de dire que quand on fait de l'exercice, on consomme des calories, puis on vient consommer des calories là, pour refaire nos réserves ou les utiliser. Il faut toujours penser que notre métabolisme de base utilise aussi de l'énergie. Donc, c'est-à-dire que si tu consommes, on va faire ça, 1 gramme de glucides, 4 calories, et que tu cours, tu vas pas pouvoir utiliser ce 4 calories-là parce qu'il va y en avoir au moins la moitié qui vont être utilisées pour faire battre ton cœur. Le métabolisme de base. Le métabolisme de base. Et donc, la nutrition sportive devient compliquée parce que il faut toujours penser que, par exemple, sur 1 heure de course, on va te dire « Oh, tu viens de brûler 350 calories », mais il faut que tu rajoutes les calories liées à ton métabolisme de base. Puis beaucoup sont sous-nutris parce qu'ils considèrent que
ils vont ingurgiter l'énergie juste nécessaire à l'activité sportive et malheureusement, on se retrouve en deçà de ce qu'on a besoin. Jean-Sébastien, je me tourne vers toi maintenant parce que, donc, diabète de type 1. Oui. D'abord, est-ce que tu accepterais? Explique-nous ce qu'est le diabète de type 1 là, pour les gens qui l'ignorent. Bien, en fait, le diabète de type 1 est une maladie qui est auto-immune. Comment vulgariser la chose? C'est comme si le thermostat ne fonctionne pas au niveau de la part de l'insuline. Alors, l'insuline, pour faire une histoire courte, l'insuline, c'est ce qui va, c'est l'hormone qui va équilibrer le sucre sanguin, en fait, qui va venir le brûler les sucres de trop pour s'assurer qu'on a un sucre sanguin tout le temps dans la norme. Dans le cas d'un diabétique de type 1, les cellules bêta du pancréas qui produisent l'insuline sont tout simplement éliminées par le système immunitaire. Fait que c'est vraiment une maladie auto-immune. Le système immunitaire voit les cellules bêta comme des mauvaises cellules, détruit les cellules bêta, ne produisent plus d'insuline. On se retrouve insulinodépendant par défaut. OK. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas une gradation du diabète de type 1. C'est ça ou... C'est ça. Et voilà, tu sais, contrairement à un diabète de type 2, si on peut faire le parallèle, qui va être plus une maladie qui va être héréditaire, première des choses, puis qui va être souvent liée à l'hygiène de vie. Alors donc, la sédentarité, une nutrition qui est plus ou moins équilibrée, avec un bagage génétique qui va faire en sorte qu'on va développer un diabète de type 2. Diabète de type 1, dans mon cas, c'est arrivé à l'âge de 5 ans. C'est apparu du jour au lendemain. Et voilà, insulinodépendant. Dans mon cas, avec les années, ça a évolué. À l'époque, c'était à la seringue qu'on administrait l'insuline. Maintenant, j'ai une pompe à insuline. J'ai un capteur de glucides qui me donne ma glycémie en temps réel. Je suis capable de voir le topo en temps réel de ce qui se passe avec... Et malgré tout, donc malgré ça, tu es capable quand même de participer, parce que je mentionnais tantôt là, ce que tu as fait, certaines de tes réalisations, tu es quand même capable sportivement de réaliser des choses absolument incroyables. Tout à fait. Mais c'est d'apprendre justement tes limites ou à gérer ton corps en temps réel. Oui, définitivement. C'est certain que la technologie va aider énormément parce que je vais me baser sur ma technologie, mais aussi mon apport en glucides et tout ça. Mais en fait, ça a été beaucoup d'essais-erreurs. Tu sais, j'ai pas été un ultramarathonien du jour au lendemain. Ouais. Ça s'est fait sur plusieurs années. Grâce à la technologie également, mais grâce aussi au type de glucides que je consommais. Puis en fait, c'est ça, c'est de trouver le juste milieu dans tout ça pour être capable de réaliser des défis aussi fous que 255 km de course c'est absolument fou. Ou Québec-Montréal, peu importe, on ne va pas tous les nommer, mais en fait, oui, non, et voilà. Mais ce qui m'a poussé à ça, c'était de démontrer que malgré une condition comme ça, quand on a les bons outils dans le coffre à outils, il n'y a rien d'impossible. Exact. Je te vois hocher de la tête, Mandy, parce que en quoi c'est plus complexe pour lui, autrement dit, d'aller chercher ce type de glucides-là dont tu viens de nous parler? Là? Ben, moi, ce qui me fascine un petit peu, c'est que c'est déjà compliqué pour nous, être normal. C'est de pas tomber en hypoglycémie ou en hyperglycémie. Et je suis pas endocrinologue ou quoi que ce soit. Je connais pas trop non plus comment ça fonctionne. J'ai vraiment juste les bases. Mais de ce que je crois comprendre vraiment, c'est que eux passent leur temps à devoir gérer leur insuline en fonction de, finalement, comment vous êtes up and down. Donc, c'est là que ça devient complexe. Donc, il faut que, finalement, vous anticipiez à chaque fois que vous allez manger parce que vous devez vous injecter votre insuline avant. Donc, moi, je trouve ça impressionnant. C'est de me dire, en fait, vous devez comme toujours vivre, durant la course, en tout cas, en hyperglycémie pour éviter de tomber en hypo parce que c'est là que ça va devenir dangereux, finalement. En fait, c'est trouver le sweet spot. Oui, en fait, si on prend par rapport à une personne normale, non diabétique, une glycémie en cible, oui, je vais être en hyperglycémie par rapport à cette cible-là. Je suis une hyperglycémie que je contrôle, en fait. Avec des gros guillemets. Avec des gros guillemets, oui, parce que ça peut déraper facilement d'un bord ou de l'autre. Mais c'est ça, quand tu trouves le sweet spot, justement, puis je reviens encore au glucide, parce que le bon glucide, la bonne absorption, si j'ai un glucide qui s'absorbe bien, je suis capable de faire ma correction de glycémie puis d'être capable de rester en cible. Avec la technologie, c'est vraiment une combinaison des deux, puis de garder cette vue-là. Mais oui, ça complexifie par rapport à une personne non diabétique. Mais souvent, j'ai à dire que c'est un peu paradoxal de dire que j'ai un avantage d'avoir le diabète, mais en course, on peut le dire ainsi parce que, en fait, je peux, en maintenant mon taux de sucre sanguin artificiellement plus haut, le fameux mur que bien des athlètes vont prendre, moi, je le prends pas. Je suis pimpé. C'est vrai quand même. Oui, non, mais totalement. Effectivement, fait que on vient chercher un avantage là-dessus. Ouais. Quand justement, tu apprends à travailler et à trouver
la bonne recette, mais oui, tu peux tirer avantage d'un problème de santé. Vous voyez l'importance aussi d'avoir des produits simples, comme les produits Brix, justement, parce que s'ils rentraient dans de la nutrition plus complexe, où tout est mélangé, Ce serait beaucoup plus compliqué. Ah oui, bien définitivement. Parce que en fait, si je prends un gel qui est additionné de protéines ou de fibres ou de machin, ou peu importe qu'est-ce qu'on peut ajouter, il y a certains gels qu'on a sur le marché où que c'est ça, il y a des additifs. L'absorption du glucide va se faire beaucoup plus lentement parce qu'il faut qu'il soit digéré. Là, ça devient difficile. T'sais, en plus du diabète, j'ai un problème de gastrique aussi. J'ai la colite ulcéreuse. Fait que j'ai des... Décidément, t'es un cas, toi. Ah ouais, je suis un phénomène. J'ai tiré la carte, peut-être pas la bonne, mais bon. Mais ceci étant dit, tu sais, fait que oui, il y a des combinaisons de trucs qui font en sorte que ça peut complexifier. Je veux parler aussi du microbiote. Parce qu'on parle justement du ratio, physio-ratio. Pourquoi est-ce que c'est important en plein effort d'être capable d'ingérer l'énergie dont on a besoin? Ça doit s'apprendre aussi, ça. Oui, en fait, le terme microbiote n'est pas très approprié, je pense. On ne parle pas là des microbes qu'on a dans notre organisme, mais peut-être plus comment les substrats sont absorbés. On va rester sur les glucides, parce qu'en ultra-endurance, c'est quand même ce qu'on mange majoritairement, même si on a tendance à... Quand c'est très, très long, à manger d'autres choses aussi parce que ça devient comme sur des journées, on a envie d'avoir une alimentation aussi. Alors, on va essayer de faire simple. Il faut savoir que quand on consomme des glucides, vous êtes d'accord que ça passe par votre estomac, ça arrive dans votre intestin, puis rendu dans l'intestin, il faut que ça aille dans le sang pour se rendre aux muscles. Fait que là, notre intestin, lui, il est doté de récepteurs qu'on appelle SGLT1 et GLUT2. Ce sont des récepteurs qui vont justement permettre d'absorber, c'est pas GLUT2, je m'excuse, c'est GLUT5, qui vont permettre J'allais te reprendre. Appelez-le GLUT, comme ça, au moins je suis sûre de ne pas me planter. Mais parce que je travaille un petit peu sur le cerveau aussi, puis ils ont aussi des récepteurs GLUT, et puis tous les chiffres, des fois, je deviens comme mêlée. Le plus important, ça va être SGLT1. Lui, en fait, c'est le récepteur au glucose. Quand il rentre dans notre organisme, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est saturé à un certain nombre de glucose. Il peut absorber 60 grammes de glucides à l'heure. Après ça, imaginez que c'est comme quand vous vous retrouvez, je sais pas moi, à un péage, à une station, n'importe où, vous attendez parce qu'il peut pas rentrer. Ça sature. C'est le maximum. C'est le maximum, le 60. Et ce qui est important avec ce récepteur-là, c'est qu'il est codépendant du sodium. Donc, c'est-à-dire que pour faire passer le glucose, vous devez aussi avoir du sodium. C'est pour ça qu'on dit souvent, on ingère des électrolytes, puis on parle souvent du sodium, puis les produits Brix en contiennent. Les gels sont souvent enrichis en sodium, parce qu'ils ont compris que le glucose, pour passer de l'intestin et dans le sang, ou rentrer dans l'intestin, il faut du sodium, sinon il ne passera pas. Ça, c'est la première chose. Et les produits adhérables, justement, là, sont aussi composés de fructose. Le fructose, lui, passe justement par le récepteur GLUT. Puis ce récepteur-là, lui, sature à 30 grammes de fructose. Ce qui est intéressant, c'est que celui-ci, par contre, on peut l'entraîner. Et les athlètes, de plus en plus d'athlètes, en fait, ont été soumis à des tests particuliers, puis ils ont remarqué qu'on peut monter à 60 grammes de fructose. Donc, ça fait que si on additionne les 60 grammes de glucose plus 60 grammes de fructose éventuelle quand ton intestin est entraîné, tu peux manger jusqu'à 120 grammes de glucides, finalement, par heure. OK, un peu ça, c'est intéressant ce que tu dis là. Je me tourne vers nos athlètes. Là. Avez-vous entraîné votre corps, vous, à être capable, justement, au niveau de la nutrition sportive, à en ingérer un peu plus? Oui, 100%. Parce qu'à la base, comme tu l'as dit, Mandy, on commence avec le 60 grammes de glucose, qui, comme moi, à la base, c'était ça que j'ingérais, puis c'était tout. Mais au bout d'un moment, tu satures, puis tu cherches continuellement à avoir de plus en plus d'énergie parce que tes dépenses caloriques font qu'augmenter. Et donc, ça fait, en tout cas, moi, personnellement, ça fait que quelques années que j'ai entendu parler du fructose qui passe par un récepteur différent et que donc, celui-là, tu peux l'optimiser puis l'entraîner pour justement augmenter ta prise de glucides. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me suis penché dans les dernières années. Puis, au début, tu peux pas commencer directement avec 60 grammes de fructose dès le début parce que tu vas le sentir passer, là. Puis, il y a un inconfort, il y a des troubles digestifs, il y a des... Ouais, exactement. Il y a vraiment des troubles, c'est pas le fun. OK. Mais à force de l'entraîner, il s'adapte, puis il progresse, puis éventuellement, c'est ça, t'arrives à 120 grammes de glucides à l'heure. Maintenant, on entend parler même d'athlètes qui montent jusqu'à 150, puis 160, 180.
Mais là, je sais pas, au niveau de la science, ça n'a pas été comme prouvé qu'on était capable de vraiment ingérer tout ça, tu sais. C'est une chose de le faire passer, mais après ça, est-ce que ça se rend actually dans le sang, puis est-ce qu'on est capable d'utiliser ces glucides-là Exact. à l'effort? Ça, On le sait pas ça encore. reste à être démontré, Ouais, ça. effectivement. Ouais. Toi, C'est ça. Arnaud, est-ce qu'il a fallu aussi que t'habitues ton corps ou que tu l'entraînes? 100%, puis c'est de l'habituer à l'entraînement pour après pouvoir le reproduire en course, mais même à l'entraînement, de le faire sous différents types de stress, dans le fond, là. Fait que différentes intensités, parce que quand tu arrives dans une course, ben, le stress métabolique n'est pas le même non plus que sur un entraînement en zone 1, si on veut, ou zone 2. Là. Donc, oui, il faut entraîner le corps. Après, effectivement, tu sais, moi, j'ai pas encore réussi à passer aux 120 grammes de glucides à l'heure. OK. Je trouve ça... J'ai eu des problèmes de GI par rapport à ça. Ce qui fait que les courses, souvent, sont moins le fun quand ça arrive. OK. Mais oui, il faut entraîner le système, c'est certain. Là. Et par exemple, je continue avec toi, Samuel, au niveau des fibres, au niveau des lipides, ce genre de choses-là aussi, est-ce que tu dois modifier ton alimentation d'une certaine façon? Est-ce que tu dois couper, par exemple, au niveau des fibres, parce qu'il peut y avoir des troubles digestifs associés à... Tout ça se pratique aussi... Ouais, vraiment. À l'entraînement, je fais un peu moins attention, mais avant les compétitions, moi, je coupe le maximum de lipides et de fibres possible pour que le jour de la course, j'ai vraiment le système le plus clean possible pour pas avoir de problème, justement. Moi, sur mes premières longues distances, mon premier Ironman, j'ai dû m'arrêter 3 fois pour aller faire caca pendant le marathon. OK? Puis ça, ben, quand tu essaies de performer, c'est pas agréable parce que, tu perds du temps, mais en plus, avant de te rendre jusqu'aux toilettes, tu cours le ventre serré, puis J'imagine que ça doit pas être l'idéal. les là. fesses serrées, c'est ça. Fait que moi, c'est la solution que j'ai trouvée. Tu sais, 3 jours avant la course, c'est là que comme je rentre dans une diète qui est pas très le fun parce que je mange rien de très agréable, mais je coupe les lipides, je coupe les gras, puis c'est vraiment... ça a changé ma vie parce que maintenant, sur les courses, je suis plus soucié du tout de devoir aller aux toilettes ou d'avoir des problèmes digestifs. Puis ça me permet, d'après ça, optimiser ma nutrition puis d'être à mon 120 grammes à l'heure puis de ne pas avoir de problème pendant la course. Là. Effectivement, ça a changé beaucoup chez toi, c'est ce que tu mentionnes. Puis ce dont je me rends compte aussi, c'est que ça a changé beaucoup, Mario, au cours de la dernière décennie, même, j'allais dire. Tu as un passé d'athlète aussi. Et tu regardes ça, remonte à il y a 15 ans aussi, ces calculs-là qu'on faisait, ces habitudes-là, cet entraînement-là. C'était pas ça. C'était pas ça du tout. Non, puis Tu réagis comment quand t'entends ça? Puis les performances n'étaient pas les mêmes non plus. Là. On Ben, voit c'est les sûr. temps. On voit les temps. Dans les derniers 10 ans, là, c'est une demi-heure de moins. C'est sur des compétitions Ouais, comme facile. C'est Ironman, énorme. demi-Ironman. Ouais. Ben, c'est beaucoup. Puis c'est pas parce que les gars sont shootés aux stéroïdes. Là. C'est que la nutrition sportive a beaucoup évolué. Puis on le voit sur le marché. Puis c'est la compétition est forte. Puis quand j'ai commencé au début, c'était un produit simple. Puis là, la compétition est rendue tellement forte que là, on recommence à voir un peu ce qu'il y avait dans le temps quand nous, on est apparus puis que les gens faisaient comme « Wow, Exact. c'est bon, c'est performant, c'est bon, ça marche. » Puis là, la compétition est rendue tellement forte que là, on voit d'autres produits arriver puis là, ils ont des ajouts dedans. Là. La liste d'ingrédients commence à monter parce que la compétition est rendue tellement forte que là, tout le monde va avoir l'ingrédient miracle ou le produit miracle. Puis là, on est rendu avec des produits qui s'ingèrent moins bien. Ça devient- Une digestion plus Ça lente. devient même trop complexe dans certains cas. Tu sais, je veux pas nommer de compagnie, mais on en a qui viennent en tête. Puis ça devient que pratiquement, à vrai dire, ça devient de la science, mais au final, tu sais, ma conjointe est gastro-entérologue. Là, puis tu sais, il y a plusieurs choses qui sont mises sur le marché qui, au final, n'ont pas été prouvées scientifiquement, mais c'est un coup marketing que certaines compagnies essaient de faire aussi. Là. Exactement. Puis Il toi- faut penser, moi, ça me fait toujours penser, bon, on n'a pas de preuves vraiment au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'on consomme, admettons, à chaque fois qu'on consomme quelque chose, je vous l'ai dit au tout début, c'est qu'il y a une part de calories qui est utilisée pour distribuer à notre métabolisme de base, mais il faut aussi penser que ça coûte de l'énergie d'emmagasiner de l'énergie. On est d'accord? Je veux dire, pour créer de l'énergie, il faut Absolument, oui. consommer de l'énergie. Oui. C'est logique. Et des fois, je me dis, comme je disais, on n'a pas de preuves, on n'a pas de calcul, mais en y réfléchissant en tant qu'être humain et comment que la physiologie fonctionne, c'est qu'à chaque fois que tu consommes quelque chose, ça va te coûter quelque chose. Donc, plus tu rajoutes, C'est logique. moi, je dis des substrats qui servent à rien, finalement, ça va coûter de l'énergie à ton corps. Donc, je veux dire, chaque colorant, chaque conservateur ou chaque produit, même des vitamines, t'as pas besoin d'avoir forcément des vitamines dans des bars. Tes vitamines, tu manges on parlera, je pense, de la nutrition de tous les jours. Ouais. Si tu as une bonne alimentation très, très, très équilibrée au courant de ton année et que pendant une course, même de 24 ou 48 heures, tu prends pas de vitamines, c'est pas la fin du monde, là. Donc, je pense qu'il faut y aller à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a besoin? Et puis se dire que tout ce qu'on va absorber va être finalement assimilé et que le corps ne soit pas en train de considérer ça comme des toxines, en fait, finalement. Parce qu'il y a des produits, finalement, qu'on voit qui rajoutent dans certaines barres, tu te dis...
c'est pas de la nutrition, c'est rendu, ça va me servir à rien. C'est du superflu, C'est du absolument. superflu, c'est Ouais. presque, c'est presque une toxine, c'est un travail supplémentaire pour le corps, quoi. Ouais. Donc, il y a vraiment une minutie, c'est ce que Ouais. vous me dites, il y a une minutie, il y a une importance de regarder tout ce que vous ingérez depuis plusieurs années de manière à optimiser vos performances. Toi, Jean-Sébastien, je te regarde au bout de la table. C'est un peu ce que tu fais depuis l'âge de 5 ans, c'est-à-dire de porter attention à tout ce que tu ingères également, que ce soit au niveau des nutriments que tu vas aller chercher au niveau de ton hydratation même, c'est important aussi. Définitivement. Mais est-ce que toi aussi, au cours des dernières années, je vais prendre au cours de la dernière décennie par exemple, tu as dû habituer ton corps également à de nouvelles façons d'ingérer les nutriments, les éléments, les glucides, peu importe les lipides dont tu as besoin pour compétitionner? Habitué, non. En fait, parce que, tu sais, dans mon cas, c'est sûr, c'est un peu une bébête à part si on compare ça, parce Ouais. que, en fait, tu sais, au quotidien, ou peut-être pas au quotidien, mais en fait, sur une base régulière, je vais corriger mes hypoglycémies. C'est Fait que, ça. tu sais, l'absorption de glucides à la base, là, j'en fais probablement plus que n'importe qui de mon état. Ensuite, en entraînement, c'est très différent. Je prends pas j'ai pas de planning de tant de grammes à l'heure ou quoi que ce soit, parce que j'ai, comme je disais, ma technologie, j'ai ma tendance glycémique en temps réel. Donc, si je maintiens artificiellement mon taux glucide plus élevé, ben j'irai pas à dire, aux 45 minutes, je prends tant de grammes pour arriver à 120, 130 ou peu importe OK. la somme de glucides que je vais prendre. Parce que, il y a ça, fait que je vais y aller ça va être plus microscopique comme ajustement. Tu sais, je vais vraiment y aller au besoin, à la dose, puis je vais varier le type de glucides que je vais prendre, que ce soit un jujube ou un gel, ou, tu sais, je vais varier. Fait que c'est une approche qui est très différente, mais qui est fonctionnelle. Voilà. C'est quoi ça, le bunk? On entend souvent parler c'est d'en prendre, c'est d'exagérer? C'est drôle, hein? Moi, j'ai pas entendu parler de ça avant il y a quelques semaines. Peut-être que c'est un jargon d'ici, là, québécois, bonk. C'est quoi, c'est le bonk? Ouais, c'est québécois. Ouais, c'est ça. En français, Mais c'est quoi? une hypoglycémie d'effort. Voilà, on va problème. utiliser ce terme-là parce que moi, je me suis dit, est-ce que c'est un mot de jeune? Tu sais, des fois, mon garçon là, de 14 ans, il me parle de... C'est Gen Z. C'est comme bunker. Non, je suis millennial, je l'utilise comment? Nous, les jeunes, on utilise ça, le bunk. Mais peut-être l'expliquer à la Mais je pense que caméra. je pense que ça vient de l'anglais, là, banque. Oui, c'est sûr. Ouais, il y a beaucoup d'anglicisme. Ouais. Si tu avais à l'expliquer, ce phénomène-là, autrement dit, Là, ça va devenir compliqué. On en aurait pour 3 heures. Hein. Alors, je te demande de le faire en 1 minute. C'est le fameux mur, en fait, là. C'est quand Ouais. On l'a on tous se prend une frappé, hypo. hein. Oui, bon, on a vu déjà une chose, c'est que le corps peut être entraîné. Bon, ça, c'est une chose. Plus on l'entraîne, plus on va être capable de consommer. Donc, on va réussir à garder sa glycémie pour les personnes normales, quand même à un certain seuil. Ce qui arrive, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'y arrivent pas, justement. Ou alors qui vont en consommer trop, comme on a dit, qui vont saturer. Et quand on sature, il peut arriver qu'on fait un down après. Et quand on atteint ce moment-là, on fait effectivement une hypoglycémie ou quand on ne mange pas assez. Et le corps n'est plus capable, en fait, d'avoir suffisamment de sucre dans le sang pour le transférer aux muscles. Puis on se sent pas bien, on n'a plus pas de une bonne force. nouvelle, ça. Non, on est complètement pété. Par contre, il faut savoir qu'on a quand même des glucides qui sont en réserve dans notre foie, puis un petit peu dans nos muscles. Donc, encore une fois, une personne entraînée devrait être capable, quand au niveau du glucide sanguin, on n'en a plus, de prendre les glucides qu'on a au niveau musculaire pour être utilisés directement. Et quand là, il n'y en a plus, parce qu'on a une réserve qui est quand même pas extraordinaire, on va utiliser les glucides qu'on a dans notre foie. Et cela-là aussi, le corps est capable d'aller les chercher, puis les retransmettre dans la circulation. Mais ça ne se fait pas de façon facile. Il faut entraîner, encore une fois, son organisme à le faire. Donc, il faut s'habituer. Les fameuses courses à jeun, par exemple, sortir le matin quand tu n'as pas mangé. Il faut faire attention, quand on dit qu'on sort à jeun, on est effectivement avec rien dans le ventre, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de glucides, par contre, dans notre sang. Des fois, les gens pensent que quand tu pars le matin à jeun, tu puises tout de suite dans tes réserves lipidiques. C'est pas vrai. Non. Quand tu pars le matin jusqu'à presque 45, 50, même 1 heure de course, tu prends justement ces glucides-là dans tes muscles puis dans ton foie, dans puis le c'est foie, très ça. intéressant de le faire. Souvent, le matin, en fait, le foie va... Il y a un pic qui se fait au niveau glycémique du foie tôt le matin, en fait. À l'éveil du corps, là, normalement, le foie... Moi, je le vois en tant que diabétique. C'est tout le temps là que, hors sport, là, c'est tout le temps le matin que j'ai une poussée de glycémie, mais qui
qui est produit par le foie, en fait, là, en fin de cycle de sommeil. Fait que quand tu pars ta journée... C'est comme pour kickstart le corps. C'est ça, exactement. Fait que tu vas starter, puis même en tant que diabétique... Tu le sens tout de suite après. Puis je suis capable de le faire, tu sais. Sans faire un entraînement à jeun, Ouais. j'ai été capable de le faire malgré ma condition, sans rien prendre, justement à cause de cet apport-là en glucides que tu as en début de journée. Là. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, par exemple, Arnaud, une hypoglycémie de l'effort, par exemple, c'est-à-dire que tu te rends compte là, pendant une compétition que, OK, finalement, tu as un manque de nourriture, tu as un manque d'hydratation, tu as un manque de tout. Est-ce que, par exemple, dans un canyon au Mexique, ce genre de course-là, as-tu déjà vécu, je sais pas, là, j'y vais au hasard, as-tu déjà vécu ce genre d'aventure-là? 100%, ouais. C'est comme Mandy l'a dit, là, on frappe le mur complètement. Là. C'est le genre de situation où est-ce que, tu sais, nous, c'est des courses en équipe, là, puis là, t'as le goût de dire à tes coéquipiers, allez-y, là. Puis là, au début, tu sais. Oubliez-moi. 100%, puis tu sais, au début, en plus, on dirait que ça nous est tous arrivé, mais on oublie c'est quoi. Puis là, t'es comme, ah non, je pense que j'ai quelque chose, là. Sincèrement, gang, ça va pas, là. Puis là, finalement, tu te mets à manger, puis là, tu passes au travers, puis tu réalises que, finalement, non, j'étais juste complètement bunké. Est-ce que tu t'en veux dans ce temps-là en disant, 100%. tabarouette, j'ai mal, c'est de ma faute, Totalement. Dans son cas, c'est son équipe qui en veut. Ouais, c'est ça. Non, mais on s'en veut. Oubliez-moi, correct. Ouais, Continue sans moi. On s'en veut, oui. Puis tu sais, on parle en course, mais même en entraînement, là, tu sais, des fois en entraînement, sur une longue sortie de bike l'été, ça nous est tout arrivé de frapper le mur puis de faire, voyons, c'est complètement stupide de m'être rendu là. C'est pour ça aussi qu'on voit qu'il y a de plus en plus même d'athlètes qui sont pas diabétiques qui utilisent des capteurs de glucides. Ouais, vrai? ouais, C'est ce que j'allais dire. oui. En fait, j'avais eu... à l'époque, on avait eu une activité avec... peu importe le contexte, puis j'étais avec Mathieu Blanchard. Puis, fait que ça nous sortait avec plusieurs athlètes élites, puis des non-élites. Puis on échangeait, puis là, il voit mon capteur de glucides, il voit que, tu sais... OK. Ah, mais c'est génial. Il dit, j'en veux un. J'en veux un, je vais être capable de savoir. Puis oui, effectivement, fait, comme tu dis, Arnaud, oui, c'est de plus en plus répandu. Il y en a même qui ont été développés, des capteurs pour les diabétiques. Pour les non-diabétiques, c'est-à-dire pour les athlètes, pour justement être capable de mesurer le taux de glucides sanguins, pour éviter de bunker, en fait. T'imagines ce qu'il pourrait faire avec un capteur et Brix. Ah ben écoute, c'est ça. Et voilà. Ça serait génial, directement relié. Ben, tu vois, là, tu viens d'avoir une piste. Les athlètes sont de plus en plus monitorés. Tu sais, on le voit, les Norvégiens, là, tu sais, Blumenfeld, Gustave. Tu sais, les gars, ils ont des capteurs de glycémie, ils ont des capteurs de sudation. Tu sais, puis c'est pour ça que De température interne. Exactement. Tu sais, c'est pour ça que la performance sportive est rendue aussi élevée, puis qu'on bat autant de records, malgré le fait que maintenant, les gars sont plus sur le PO à temps plein. Tu sais, c'est que justement, ils sont monitorés scientifiquement là, au quart de tour, puis ça amène la performance humaine à un autre niveau complet. Là. Tu sais, avant, on parle des entraînements à jeun, mais avant, mettons, dans le monde du cyclisme, dans d'autres sports, ben, tu sais, le moins que tu mangeais, le plus race weight que tu étais, tu sais, au final, c'était le mieux, c'était vu positivement. Puis les coachs demandaient même ça aux athlètes. Alors qu'aujourd'hui, ben, on regarde Christian Blumenfeld, puis son coach l'amène à manger plus pour qu'il y ait un plus gros VO2 max, puis au final, ses performances sont meilleures. Tu sais. Parce qu'ils ont déterminé que Christian Blumenfeld, quand ils ont fait perdre du poids, mettons genre 2 ou 3 livres, il a perdu genre 10 de VO2 max, ce qui était comme une perte énorme comparé à genre le gain qu'il y avait en watts par kilo, tu sais, que comme tu vas chercher. Puis ça, ben, ça a comme prouvé aussi ce qu'on sait tous un peu intrinsèquement, que chacun a son propre poids optimal. Ouais. Puis ça veut pas dire, c'est pas un look dans le miroir, c'est pas un poids sur la balance, c'est un truc physiologique qu'on peut pas vraiment décrire, mais on se sent bien à un certain poids. Ben, ça sert à rien d'essayer de perdre le plus de poids possible. Moi, j'avais un coloc qui était cycliste professionnel, là. Puis il y a quelques années, il se faisait tout le temps restreindre dans tout ce qu'il mangeait parce que c'est la mentalité cycliste d'une couple d'années. C'était comme, faut que tu sois le plus léger possible, faut que tu manges le moins possible, puis tu sais, faut que tu sois tough. Puis maintenant, c'est complètement l'inverse, là. Tu sais, il les force à... Faut que tu aies 90 grammes dans tes bidons là, de sucre là, à l'heure, parce que sinon, tu feras pas ta séance demain. Là, incroyable. On a parlé du bunk depuis quelques minutes. Je me tourne vers toi, Jean-Sébastien, parce que d'une certaine façon, t'es à l'abri, toi, de ça. Tu gardes ta glycémie volontairement extrêmement élevée. Oui, oui, en fait, à l'abri, pas à 100%, mais oui, principalement, effectivement, parce que du fait, comme je disais plus tôt, que je vais tenir... Comme je disais, bon, une glycémie normale, si on parle en millémol, ceux qui connaissent le diabète vont savoir, c'est la mesure de sucre dans le sang. C'est une glycémie normale, on va dire, mettons, entre 5 et 6,5. Moi, je vais amener ça entre 9 et 12. Fait que je double quasiment la valeur glycémique normale dans mon sang.
Ce qui fait en sorte que, tu sais, ce qu'on parlait d'aller puiser dans les muscles ou dans le foie, je vais pas là. Je vais pas là parce que artificiellement, mon taux de sucre sanguin est maintenu, je le maintiens plus haut. Mais c'est un équilibre fragile. Je dois pas aller non plus. Si je tombe au-delà de 12, là, je vais me provoquer d'autres problèmes. C'est ce que j'allais te dire, c'est ça. Là, c'est les problèmes de déshydratation. Fait que, tu sais, je dois être... Puis même entre 9 et 12, je dois être conscient de ça. Parce que là, on va augmenter plus que la glycémie si on tombe dans un état d'hyperglycémie. Puis n'importe quel athlète qui tomberait dans un état... On va avoir plus d'hypoglycémie chez des athlètes non diabétiques, mais advenant qu'on aurait l'inverse, bien là, on va provoquer de la déshydratation. Et pour les gens qui nous écoutent, monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, par exemple, leur premier réflexe, ça va être de se dire, OK, bien là, si ces gens-là veulent performer, bien, ils ont simplement à manger beaucoup, carrément. Est-ce que ma déduction est intéressante? Est-ce qu'effectivement, de manger beaucoup, c'est important si on veut performer? Oui, bien sûr. Puis les athlètes l'ont rappelé, là, c'est que maintenant, on regarde non plus pas la prise de poids ou quelque chose, il faut avoir l'énergie nécessaire là, pour fonctionner. Et l'idéal, ben en fait, on devrait tous être diabétiques de type 1, quoi. Non, mais c'est vrai, parce qu'on l'écoute depuis tantôt. C'est un espèce de super pouvoir, son affaire. Mais pour vrai, moi aussi, je suis en train de me dire, mais merde, moi aussi, je veux ça comme maladie. Non, tu veux pas ça. C'est une joke, hein? Non, c'est ça. Mais l'idée, c'est ça, on en a parlé très récemment, c'est que le bank, c'est quand on va devoir commencer à rentrer dans nos réserves, puis que le corps n'est pas capable forcément d'aller chercher ces réserves-là. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter d'aller chercher nos réserves musculaires ou au niveau du foie. Puis en plus, c'est mieux de les garder parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive. Le corps, lui, c'est sa méthode de survie. Donc, idéalement, on mange tout le temps suffisamment. On essaye de rester à son maximum de glucides qu'on peut. Ben, le fameux 60 grammes de glucose, puis au moins le 30 grammes de fructose. Pour se protéger. Pour se protéger, d'être toujours à un seuil qui va nous empêcher, quoi, finalement, de pogner ce fameux hypoglycémie. Et puis, c'est pas toujours facile, d'où l'importance de manger quelque chose qu'on apprécie, quoi. Ouais. Quelque chose de facile à avaler, quelque chose d'appétant. Donc, on est... Pour faire du poids, c'est ça. En fait, c'est ça. Il y a un athlète, on fait le parallèle, on dit, pour un diabétique, c'est quasiment idéal d'être diabétique en course, mais ça, c'est pour un athlète non diabétique, mais en fait, il va le maintenir haut en consommant plus régulièrement. Puis on dit, dans des endurances, il faut manger toutes les 15-20 minutes. Et c'est très difficile à faire, même au début. Moi, je sais que quand je prends le départ d'une course très, très longue, tu sais, j'ai fini mon petit déjeuner, la course commence peut-être 2 heures après, puis là, tu manges encore entre-temps, parce qu'il ne faut pas que tu arrives au départ de ta ligne sans y avoir mangé, par exemple, pendant 3 heures. Donc, tu consommes déjà des glucides. Puis ça fait genre 15 minutes que tu es parti. Ah, il faut que je commence. Hop, un gel. Au bout de 15 minutes, tu commences à manger. Tu n'as pas le choix. Parce que si tu attends que ta glycémie descend, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. Il faut penser qu'il faut que tout soit absorbé, etc. Ça met un certain temps jusqu'à ce que ça remonte. Puis toi, tu continues à consommer l'énergie. Donc, c'est quand même... Je dis que c'est facile de tomber dans l'hypoglycémie. Il faut juste manger tout le temps. Il faut avoir tout le temps quelque chose dans la bouche. On aura l'occasion de revenir sur la manière, justement, d'ingérer pendant des compétitions, comment on réussit à aller chercher ces nutriments-là. Mais je veux, Mandy, que tu me dises, qu'est-ce que c'est le REDS? Ouais, je peux le lire? Absolument. Non, mais avec mon anglais, attention, Relative Energy Deficiency in Sport. En français. Mais je veux surtout que tu m'expliques ce que c'est. Ouais, en gros, c'est quand finalement, ça arrive chez les athlètes, ils ne consomment pas suffisamment d'énergie pour que leur fonction biologique fonctionne encore normalement. Je vous ai dit, c'est que quand on fait du sport, il faut penser qu'on utilise des kilocalories, ce fameux ATP, là. Et souvent, les athlètes vont dire « Oh, ben, je vais consommer parce que j'ai brûlé tant et tant. Sauf que faut considérer votre organisme un peu comme un... Vous savez, le téléphone cellulaire, là, je l'ai expliqué comme ça, moi, à mes enfants. C'est que... On devrait comprendre. Ouais, c'est ça. À un moment donné, quand le téléphone cellulaire... Les enfants de scientifiques sont peut-être au-dessus de la moyenne. Non, ils sont hot. C'est tous les enfants, là, une fois que tu leur parles de technologie, ils catchent. Je vais écouter comme faut. Ben, tu sais, ton téléphone, là, à un moment donné, quand tu n'as plus de batterie, tu as des applications qui se mettent en veille. Puis la plupart du temps, c'est des applications qui ne sont pas importantes. Vous êtes d'accord? Comme par exemple, je sais pas, moi, Google Drive, je sais pas, Amazon. Là. C'est pas des trucs qui font en sorte que ton téléphone survit, là. Si tu dois appeler, tu es encore capable. Oui. Eh bien, c'est ça qui arrive dans le REDS. C'est que le corps n'a pas assez d'énergie, donc il va mettre certaines applications en veille. Chez les femmes, souvent, on va dire, ben, elles sont aménorrhées, elles ne reçoivent plus leur menstruation, mais c'est pas toujours le cas. Il y a plein de petites subtilités qui ne sont même pas perceptibles parce que il y a tellement de choses qui se passent dans notre corps, on n'est même pas conscient, je pense, de tout ce qui utilise de l'énergie et qui vont se mettre en pause et qui finalement
n'a pas d'impact sur le court terme. Mais à un moment donné, plus ces applications en fait sont mises en pause et que tu continues pas à consommer suffisamment d'énergie, ce sont les applications les plus importantes qui vont venir. Par exemple, la fatigue, tu finis par avoir des courbatures, une fatigue chronique. Tu n'es plus capable de te réveiller le matin. Tu as des nausées, des maux de tête, parce que de plus en plus, ton corps puise dans les réserves, puis tu es en train de t'éteindre, quoi, finalement. C'est ça, le fameux REDS. En train de t'éteindre, OK. Ça fait peur. Ça fait très peur. Avec l'analogie du téléphone cellulaire aussi, ça se comprend bien. Maintenant, on va se tourner du côté d'Elissa Legault, également une athlète hors norme. Elle a réalisé, d'ailleurs, elle n'est pas autour de la table parce qu'elle était au marathon de Valence où elle a réalisé un chrono absolument extraordinaire. Elle également a été confrontée au même genre de problème. On l'écoute. Allô, mon nom c'est Elissa Legault. Je suis une coureuse de marathon et j'ai représenté le Canada sur la scène internationale au championnat du monde d'athlétisme. Je suis heureuse de participer au projet de BRICS de la table ronde sur ce sujet. C'est un sujet en fait qui me touche beaucoup et pour avoir été moi-même impactée par le REDS, qui s'en est conclu par une fracture de stress de mon côté au sacrum de grade 4. C'est quelque chose que je suis contente de faire partie, puis aussi de pouvoir partager mon expérience, puis un peu ce que j'ai appris, puis aussi de partager les symptômes que j'aurais pu avoir avant cette fracture-là qui pourrait peut-être ouvrir les yeux à d'autres personnes. Donc, de mon côté, ça a été une expérience qui a été difficile parce que j'ai fait une fracture de stress qui m'a arrêtée en fait pendant 4 mois. Donc, à ce moment-là, j'ai vécu une dépression, puis ça a été difficile, beaucoup de remises en question également. Mais ça m'a permis aussi de réfléchir en fait à ce que je pouvais faire mieux, puis de consulter principalement en nutrition pour comprendre en fait l'apport calorique qui me manquait dans mes journées, puis comment je peux subvenir à ce déficit-là en fait. Donc, avant ma fracture de stress, il y a quelques symptômes qui sont apparus. Je dirais que les principaux ont été d'abord le fait que j'avais toujours froid, même si c'était l'été. Donc, je pouvais être dehors à 30 degrés. Puis, j'avais quand même toujours froid, besoin peut-être d'une couche de plus. Donc, c'est pas nécessairement très normal. Aussi, j'avais beaucoup des changements d'émotions, puis le mood qui était plus bas que d'habitude, où ce que j'étais, ce que je suis reconnue pour être joyeuse. Et c'est ça. Donc, en fait, il y a eu ce symptôme-là aussi. Puis finalement, un symptôme qui est apparu plus tard, mais que ça, pas plus tard, mais plus proche en fait de ma fracture de stress, puis qui était peut-être trop tard pour réaliser, c'était que je me réveillais autour de 3-4 heures dans la nuit, complètement affamée, au point que j'avais mal au ventre, puis j'avais de la difficulté à me rendormir. Donc ça me montrait en fait que pendant ma journée, j'avais pas assez de calories pour subvenir à mes besoins. Donc, je dirais que c'est ces 3 choses-là qui m'ont le plus affectée. Puis ensuite, quand il y a eu ma fracture de stress, ça a été de réaliser en fait que je mangeais pas suffisamment. Puis aussi, c'est que j'avais jamais été blessée par le passé. Donc, je pense que mécaniquement et tout, j'étais quelqu'un qui supportait la charge d'entraînement, qui pouvait aller jusqu'à 180, 195 km a été ma plus grosse semaine d'entraînement. Mais en fait, je n'étais pas capable d'avoir les calories nécessaires pour subvenir à cette dépense énergétique-là. Donc, avec ma nutritionniste, on a fait des plans alimentaires en fonction de chaque journée type. Puis, c'était aussi de comprendre en fait que même dans une journée de repos, ton corps a quand même besoin de beaucoup de calories pour récupérer. Puis aussi de se préparer en fait pour les journées à venir, puis d'avoir l'énergie nécessaire pour faire les entraînements qui s'en viennent. Donc, je suis vraiment contente que BRICS aborde le sujet, qu'on puisse en parler, que ça devienne peut-être un sujet qui est moins tabou, mais aussi s'il y a certaines personnes qui écoutent cette vidéo-là, puis qui se sentent interpellées par certains symptômes que je peux avoir nommés, si ça leur permet en fait de apporter des changements, mais aussi d'éviter de se rendre jusqu'où je me suis rendue, je vais être très heureuse. Puis merci à BRICS pour ça. Merci bien, Elissa. Alors, notre premier tour de table tire déjà à sa fin. On est déjà à la conclusion. Mais avant de vous quitter, d'abord, Mandy, je me tourne vers toi. Peut-être simplement résumer, pourquoi est-ce que le sirop d'érable, parce que c'est la raison pour laquelle on est tous autour de la table aujourd'hui avec les produits BRICS qui sont en plein centre, pourquoi est-ce que le BRICS il est optimal pour les gens, par exemple, qui veulent s'entraîner?
Ben, c'est très simple. Première chose, c'est un sucre simple. Rien n'est ajouté à l'intérieur. Et surtout qu'on a parlé des récepteurs au niveau de notre intestin qui permet de faire rentrer les différents sucres. Puis les 2 sucres essentiels, c'est donc le glucose et le fructose. Puis le sirop d'érable contient du glucose et du fructose à part égale. Donc, on optimise les récepteurs et on permet aussi, les athlètes vont vous le dire, c'est une façon d'entraîner votre corps à utiliser un petit peu plus de fructose en y allant graduellement. Donc, c'est un produit vraiment facile que vous pouvez doser. Donc, c'est toujours les mêmes quantités, les mêmes proportions qui sont à l'intérieur. Je pense que c'est très facile à utiliser, puis c'est tout. Ben, c'est une réponse simple. Non, mais c'est une réponse simple à une question qui était simple également. Ouais. Avant de vous quitter, je veux simplement savoir, et je vais terminer avec toi, Mario, parce que c'est toi qui nous accueille ici. Si vous aviez un seul conseil, d'abord Jean-Sébastien, si vous aviez un seul conseil à donner pour bâtir une base solide en nutrition sportive, ce serait lequel? Question simple, mais c'est pas nécessairement évident de trouver une réponse. Non, honnêtement, il va y avoir beaucoup d'essais-erreurs, mais c'est se donner le temps, je pense. C'est se donner le temps, Le temps, puis d'essayer. Ouais. D'essayer de ne pas avoir peur d'oser, puis de se donner le temps d'établir cette stratégie-là. De pas avoir peur de se tromper aussi. Non, exactement, De se dire, exactement. Finalement, non, j'étais dans une allée où ça n'a pas fonctionné du tout. Puis d'utiliser les entraînements, justement, de se mettre en compte, tu sais, de se mettre en condition de compétition, mais au moment de l'entraînement, tu sais, pousser ses entraînements dans des conditions qui ressemblent le plus possible à une compétition, puis de faire les tests, puis d'aller pousser à ce niveau-là, puis de faire des erreurs. Mais à partir de là, on est capable de bâtir de quoi de solide par la suite. Arnaud? J'irais vers la même suggestion, faire des tests. T'sais, si je peux faire une recommandation, souvent, mettons, si on a une saison morte, donc l'hiver, supposons, on a moins de courses, mais moi, j'aime me créer une espèce de course de pratique avant le début de la saison au printemps pour rétablir ma nutrition de course. Des fois, on a tendance à oublier pendant l'hiver qu'est-ce qu'on consomme ou qu'est-ce qu'on a besoin d'apporter. Là. Des fois, on oublie de juste pacter les souliers, et ainsi de suite. Fait que juste se remettre un peu dans ce mindset-là, si on veut, puis de le remettre en pratique avant d'arriver au jour J, puis finalement, ben là, tout déraille si on n'est pas prêt. Là. Samuel? Je pense aussi qu'une fois qu'on trouve qu'est-ce qui marche pour nous, de stick with it, tu sais, une fois qu'on a trouvé une fois qu'on a trouvé comment ça marche, tu sais, de pas essayer, pas continuellement essayer des nouvelles choses. Une fois que ça marche, ben. On reste avec ça. Ouais, de pas changer une formule gagnante. Là. Et Mario, j'allais dire que pour une solide base de nutrition sportive, c'est d'utiliser les produits Brix aussi. Ben, tout à fait. L'important, c'est de... Tout le monde qui fait du sport, puis de la compétition, des entraînements, on va se pencher sur un paquet de facteurs. On va entraîner nos jambes, on va entraîner nos abdominaux. Mais la nutrition, on fait comme je vais manger ça. On dirait qu'on le met de côté un peu. On néglige le un prend peu. pas au sérieux. Oui, t'as raison. Puis c'est pas juste dans le sport. Écoute, à l'Érablière, là, on installait dernièrement, puis j'avais une équipe d'installateurs. Là. On travaille dans le bois, on est en montagne, on a du 25 de pente, ce qu'on est. Là. Puis, il y a un des employés, là, ça m'est revenu de même en écoutant les gars parler, il a 25 ans. Là, il y a un jeune, c'est en forme. Là. Puis, ce matin-là, il est arrivé, il n'avait pas son lunch. Hey, je vais finir vers 2h30, je ne vais pas dîner. Tu aurais dû le voir rendu à 12h30, 1h. Il veut survivre. Il était bunké. Exactement ce qu'on disait tantôt, là, tu sais. Fait que c'en est un exemple. Là, je dis au gars, écoute, tu travailles chez nous, tu es chez Brix, là, tu sais, là, je donnais une gaufre, je donnais des légumes. Ah, il dit, j'ai pas besoin, là, tu sais, je vais finir plus tôt. Non, mais tu me coûtes de l'argent puis t'es pas performant. Mange! C'est un ordre. Un excellent conseil. Ça va être le mot de la fin également. Je vous remercie tous les 5 d'avoir participé à cette belle table ronde autour de notre table rectangulaire aujourd'hui avec les produits Brix en plein centre. Merci beaucoup. On espère à la maison, évidemment, que vous avez apprécié également les dernières minutes passées en compagnie de nos invités. Il y en a encore beaucoup à apprendre. Il y a d'autres épisodes qu'on vous invite à regarder également. Merci d'avoir été là et à une prochaine.